Donc, c'est moi qui va briser la glace aujourd'hui. Je vais expliquer un petit peu aussi l'idée du colloque en même temps. Je vais mettre un petit peu des bases théoriques également. Mais ma présentation va principalement porter sur les proches aidants. Donc oui, il faut aussi penser à la personne aînée, mais c'est ma collègue Sarita Israël qui va apporter tout le côté personne aînée dans la prise de décision par la suite. Donc, je ne sais pas que j'ai oublié cette partie-là, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait aujourd'hui. Ça peut vous donner une idée. Le choix du titre est important. Il est long, mais il y a une raison pour ça. Donc, ce que j'ai choisi comme titre, c'est choisir en pensant à l'autre. Souvent, les proches aidants vont prendre des décisions pour leurs proches, qui aiment beaucoup, avec des très bonnes intentions. Et souvent, ils vont aussi un peu s'oublier là-dedans aussi. Donc, ils vont mettre l'intérêt de la personne aînée en premier et ils s'oublient un petit peu. Je vais en reparler un peu plus tard par rapport à ça, mais il reste qu'on prend une décision pour quelqu'un d'autre, ce qui est un poids quand même moral supplémentaire. Et quand on dit si je fais un choix, bon, mais c'est mon choix, mais là, on le fait pour quelqu'un d'autre. Donc, il faut penser à soi-même, il faut penser à l'autre, il faut penser à l'entourage, à tout ce qui se passe. Donc, c'est très complexe comme situation. La deuxième partie du titre, c'est situation des proches aidants en interaction avec le système de santé et services sociaux. Donc, les choses dont je vais parler aujourd'hui, c'est d'expliquer un petit peu quel genre de prise de décision, mais aussi dans quel contexte le proche aidant prend des décisions à l'intérieur du système de santé et de services sociaux. Et il y a des particularités au choix qu'il peut faire ou ne peut pas faire. C'est important de comprendre la vision du proche aidant à l'intérieur du système de santé, mais comment le système de santé aussi perçoit le proche aidant ou son rôle aussi. Parce qu'il y a des limitations par rapport au contexte. On peut faire certaines choses et d'autres pas. Et c'est super important. Donc, le plan de la présentation est suivant. Je vais parler du processus décisionnel en général. Donc, ça peut aussi être utile pour n'importe quelle autre décision dans votre propre vie également, ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Ensuite, je vais aborder vraiment l'interaction des proches aidants avec le système de santé et services sociaux, les défis informationnels et de soutien. Puis aussi, à la fin, je vais parler vraiment rapidement des outils d'aide à la décision pour dire à quoi ça sert, ces outils-là, comment on peut s'en servir. Puis je vais vous en montrer un rapidement qui peut servir finalement à tout le monde dans la salle. Ce n'est pas juste pour les proches aidants, c'est pour n'importe quelle décision dans votre vie. C'est un outil qui peut être utilisé aussi. Donc, même si vous n'êtes pas proche aidant, vous allez pouvoir écouter, vous allez trouver ça intéressant quand même. Ça vous va? Donc, je vais commencer par parler du processus décisionnel. Bon, tout ce qu'on présente aujourd'hui est basé sur des études. C'est juste qu'on ne le dira pas à chaque fois, donc je vous dis ça. Donc, c'est vraiment des données probantes. Ce qui est démontré, finalement, c'est que les proches aidants prennent surtout des décisions par rapport, justement, aux soins et aux services qu'ils veulent pour la personne aînée ou pour eux-mêmes. Le choix d'un milieu de vie. Donc, est-ce que c'est le temps d'aller en résidence, qu'on est rendu à aller en soins de longue durée? Ce qui est une grosse décision parce que là, on décide de déménager quelqu'un d'autre. Okay? C'est pas soi-même. Et aussi les décisions en fin de vie. On va avoir une présentation un petit peu plus tard aussi à ce sujet-là. Et donc, c'est des grosses décisions qui impliquent plein de changements, qui ont un impact important dans la vie de la personne, sur son bien-être physique, psychologique, social, tout ce qu'on voudra, parce que déménager de quartier, c'est très demandant. Hein? Pour les gens qui l'ont fait, même si on ne déménage pas de ville, juste de quartier, on est un peu perdu. Donc, de déménager quelqu'un, puis le même domicile, puis le même quartier, puis les mêmes amis, puis les mêmes ressources, très, très difficile aussi. Mais c'est quoi exactement un processus décisionnel? Qu'est-ce que ça implique? Okay? Donc, c'est vraiment un processus cognitif, finalement. Donc, c'est dans notre tête que ça se passe. Ça, je pense que vous le savez déjà. Mais l'idée, c'est vraiment de dire, j'essaie de voir c'est quoi les différentes options, c'est quoi les différents plans d'action qui sont possibles et d'en choisir un parmi tous les scénarios possibles. Des fois, on prend une décision, puis on voit juste un plan d'action, puis on le suit, parce qu'on ne voit pas d'autres alternatives. Mais la plupart du temps, on essaie de voir c'est quoi exactement je peux faire, quelles sont toutes les options, mais ce que ça demande, ça, c'est d'aller trouver de l'information, de parler à d'autres personnes. Donc, Rosemary Charest l'a bien dit tout à l'heure, laisser quelqu'un tout seul avec ses décisions, c'est pas aidant. C'est mieux d'être avec plein de gens, donc d'en parler, d'en discuter, de réfléchir. Donc, ça demande beaucoup, finalement, d'énergie mentale pour prendre une décision. Mais comme j'ai dit, des fois, on peut juste dire, ben, je vois juste ce chemin-là, je vais le prendre. On ne se casse pas la tête plus que ça. Mais quand ça commence à être des décisions beaucoup plus importantes, on prend souvent un peu plus de temps, on pèse toutes les possibilités avant de prendre une décision. Puis quand on regarde les plans d'action, ce qu'on regarde, c'est finalement, il
faut regarder ses émotions. On en parlait tout à l'heure, les émotions sont impliquées, les besoins, OK? Les préférences, les valeurs. Valeurs, super important, mais des fois, on ne prend pas le temps de s'asseoir et de dire qu'est-ce qui est le plus important pour moi, qu'est-ce qui est le plus important pour mon proche, de réfléchir à l'ordre d'importance de certains éléments. Parce que des fois, on peut penser que d'avoir une belle vue sur le fleuve, c'est super important, alors que le mieux, c'est peut-être d'avoir un lit confortable et bien dormir. OK? Donc, il faut réfléchir un petit peu, c'est quoi l'ordre d'importance des différents éléments dans la décision. Il y a les connaissances. C'est quoi les connaissances que j'ai? Est-ce qu'il m'en manque? Est-ce que j'en veux plus? Okay? Donc, on connaît certaines choses. Et il y a le contexte. Puis, je vais beaucoup mettre l'emphase sur le contexte aujourd'hui parce que, comme je disais tout à l'heure, quand on prend des décisions, si on est libre, on fait ce qu'on veut quand on veut, n'importe quoi, mais on est quand même dans un système de santé, services sociaux, on est dans une société, on est dans une famille, donc il y a des règles un peu partout. Des fois, c'est des lois, des fois, c'est des règles informelles, des fois, c'est des règles formelles. Donc, il faut quand même aussi tenir compte des contraintes du contexte dans lequel on est aussi également. On ne peut pas aller dans la résidence à 5 000 par mois si on a 2 000 par mois de revenus. Okay? On pourrait essayer, mais ça ne durera pas longtemps. Okay? Donc, il faut avoir ça en tête. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que vraiment, il y a un côté besoin qu'il faut prendre le temps d'évaluer. C'est quoi nos besoins? C'est quoi le besoin de notre proche? Parce que des fois, quand on n'en parle pas là, directement avec les gens, souvent on se fait des idées qui sont peut-être erronées. Okay? Donc, on pense savoir ce qu'ils veulent, mais finalement, on n'a peut-être pas raison. Puis même soi-même, des fois, on pense qu'on sait ce qu'on veut, mais finalement, on ne sait pas vraiment non plus. Okay? Fait que c'est vraiment de prendre le temps de réfléchir, de se questionner. Et les préférences, même chose. C'est différent un petit peu une préférence, parce qu'une préférence, on aimerait mieux ça, mais on est capable de le laisser tomber aussi. Donc, c'est de faire un peu une liste dans sa tête, qu'est-ce que je veux vraiment absolument qu'il soit présent, puis qu'est-ce que je suis prête à négocier. OK? Et aussi, la part des décisions sont vraiment ancrées dans les valeurs. Je fais toujours la blague que quand les couples ne fonctionnent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs, mais c'est un peu ça. C'est que les valeurs, c'est comme sous-jacent, mais ça crée beaucoup de problèmes quand il vient le temps de prendre des décisions ensemble. Donc, il faut déjà avoir vraiment clarifié soi-même c'est quoi ces valeurs. C'est la famille, c'est la qualité de vie, le bien-être. C'est quoi exactement qui est le plus important? Pas obligé d'avoir une liste de 14 choses. C'est juste d'avoir une idée, c'est quoi mon top 3? Puis, il disait aussi pour les couples, si le top 3 des valeurs est le même, ça fonctionne. Les autres, c'est interchangeable. Mais c'est d'avoir en tête, c'est quoi mon top 3 des valeurs? Et donc, c'est vraiment les décisions sont ancrées dans les valeurs. Puis c'est souvent le combat de la tête versus le cœur. Tu sais, des fois, on le sait que c'est la bonne chose à faire, mais l'en dedans, ça fait non, ça ne me tente pas. Non, c'est pas la bonne chose. OK? Fait qu'il faut conjuguer avec ça. Est-ce que je dis non à ma tête ou je dis non à mon cœur ou y a-t-il moyen de trouver une solution que les deux sont contents? OK? Donc, ce que ça veut dire, c'est que des fois, mentalement, cognitivement, on le sait que c'est le bon chemin à prendre, mais le dedans, il n'est pas content. Okay? Donc, on ne se sent pas bien, on a des mauvaises émotions, puis il faut gérer ces émotions-là aussi. Fait qu'il faut vraiment aussi amener. Fait qu'il y a vraiment un côté cognitif, comme on disait, connaissance, comprendre ses valeurs aussi, tout ça, puis le côté émotif de dire attends un petit peu, j'ai des émotions qui viennent avec ça, il faut les gérer, il faut que je les écoute, il faut que je les identifie. Il ne faut pas juste dire je ne file pas bien. OK, qu'est-ce qui se passe en dedans? Tu as honte, tu as peur, tu es stressé, tu es inquiète. C'est quoi qui se passe en dedans? Il faut aller un petit peu plus loin aussi parce que si on ne va pas plus loin, on ne pourra pas justement peut-être aider l'émotion. Bon, en la reconnaissance, ça l'aide toujours, mais d'aller un peu plus loin pour dire qu'est-ce qui me dérange vraiment. Puis, moi, je fais beaucoup de travaux au niveau du choix de milieu de vie. Puis c'est surprenant comment, justement, il y a des gros débats de valeurs, d'émotions. Puis juste en s'assoyant avec les gens, puis en leur demandant de les clarifier, de prendre une heure, s'asseoir, d'avoir une discussion, de démêler tout ça, ça fait vraiment une très grande différence parce que au lieu de prendre une décision, ils comprennent pourquoi ils ont pris cette décision-là. Donc, de comprendre qu'est-ce qui vous amène à choisir une option plutôt qu'une autre va vous aider à être en paix avec cette décision-là. Okay? Donc, ce n'est pas juste de la prendre avec la tête, ça c'est la meilleure, tout le monde me dit que c'est la meilleure, j'y vais. Il faut comprendre pourquoi qu'on la prend, puis pourquoi qu'on a choisi celle-là, puis pourquoi elle est difficile à prendre aussi, parce que des fois, on la prend quand même. Et il y a toujours aussi, pour les prochains ans, principalement au niveau des personnes aînées, un débat entre à quel point je lui donne la permission de faire des choses, puis à quel point que je mets des barrières pour pas qu'il se passe des mauvaises choses. OK?
Donc, ce débat-là, il est vraiment là. Et ça, chacun est très différent. Puis j'ai des conversations avec les intervenants quand on parle de gestion de risque. Hein, tout le monde connaît ça. Et on a des intervenants autour de la table. Il y en a un qui dit oh, non, 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 c'est pas trop dangereux. L'autre fait ben non, c'est correct. Puis là, je les vois aller. Puis t'es comme OK, il va falloir venir à une décision avec ça. Là. OK, vous êtes là. Okay. Et là, la famille embarque. Là. C'est d'autres niveaux de risque où les risques ne sont pas vus au même endroit. Fait qu'il y a beaucoup de perceptions qui arrivent, y compris du côté des intervenants, des proches, des personnes aînées. Puis il y a comme une évaluation du risque que tout le monde fait. Fait qu'il faut se parler aussi pour en venir à avoir peut-être une vision commune de c'est quoi le risque qui est encouru pour après ça prendre des décisions sur on y laisse faire ça ou pas, est-ce qu'on met telle chose en place ou pas. OK? Fait qu'il y a cette vision-là du risque qui embarque par-dessus tout ce que je viens de vous dire aussi. Mais quand on est conscient que les gens n'ont peut-être pas la même vision de risque en partant, ça aide beaucoup après ça à en discuter. Et finalement, il y a la définition de la qualité de vie. C'est quoi la qualité de vie pour mon proche, mais c'est quoi la mienne aussi? Okay, en tant que proche aidant, là, parce qu'une peut ne pas aller avec l'autre. Donc, quelqu'un peut avoir une bonne qualité de vie, pas l'autre, ou vice-versa. Donc, il faut faire attention, il faut dire qu'est-ce que, encore là, une fois, ça va avec les valeurs, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin pour avoir une qualité de vie, puis qu'est-ce que je peux laisser aller. Et mon proche aussi. Puis encore là, il faut poser des questions. Puis, ma collègue, par la suite, elle va parler, mais des fois, on a l'impression que quand les personnes sont aînées, sont plus âgées, qu'ils ont moins de besoins, que la qualité de vie, c'est plus simple. Non, il faut avoir des discussions parce que peut-être qu'ils veulent autant que vous, finalement, au bout du compte. Donc, c'est pas parce qu'on vieillit qu'on en vient à plus vouloir grand-chose. C'est pas nécessairement vrai. Fait qu'il faut vraiment avoir des discussions à ce niveau-là. Fait que vous voyez, il y a quand même déjà 4 axes là, qu'il faut quand même discuter ensemble quand on prend des décisions avec un proche âgé, proche aidant, plus les intervenants et plus toutes les autres personnes qui sont impliquées. Donc, il y a toujours beaucoup de monde impliqué dans les décisions. Puis c'est correct comme ça, parce qu'en se parlant, on vient à une meilleure décision, parce que tout le monde a une expertise, y compris les personnes aînées, y compris les proches aidants, ce qui fait que la décision, au bout du compte, tout le monde est content. Puis, on met toutes les connaissances ensemble aussi. C'est ça qui manque souvent, c'est que tout le monde a des connaissances, mais en les mettant ensemble, on va beaucoup plus loin au bout du compte. Donc, dans une prise de décision, il y a plusieurs acteurs impliqués quand on parle de proche aidant, personne aînée. Ça veut dire que dans notre tête, on inclut ce que les autres nous ont dit, mais ce qu'on pense que les autres pensent. OK? Donc, tu sais, des fois, on peut dire, ah, ma mère, là, elle ne voudra jamais aller en résidence, c'est clair. Tu en as-tu parlé? Non, je le sais. Bien, il faudrait peut-être qu'on y parle, voir finalement, peut-être qu'elle a changé d'idée. Marie Charelle l'a bien dit tout à l'heure. Des fois, une année, on ne veut pas, puis l'année d'après, on est prêt, puis go, c'est correct. OK? Fait que, donc, le discours doit être en continu. On doit en parler, on doit puis revenir là-dessus de temps en temps, puis en rediscuter. Et, quand je vous disais tout à l'heure, ça inclut toutes ces personnes-là ensemble. Puis des fois, on a aussi le propriétaire de la résidence qu'il faut parler aussi, CHSLD. Des fois, donc, il y a beaucoup de personnes qu'il faut inclure. Maintenant, j'ai mis famille, amis, parce qu'il faut tenir compte aussi que les proches aidants, maintenant, il y a un très gros pourcentage, presque 20 que c'est des voisins maintenant, puis des amis. OK? Donc, on ne peut plus dire les membres de la famille. Non, 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 non. C'est beaucoup plus large que ça maintenant et de plus en plus. Et aussi, avec les baby boomers qui ont eu moins d'enfants, il y en a qui n'en ont pas du tout, c'est beaucoup plus un réseau d'amis, de voisins qui va devenir les proches aidants. Donc, c'est un peu différent. Comme un intervenant me disait, des fois, ils sont moins tolérants qu'un membre de la famille. Donc, les demandes sont un peu plus élevées parfois. Puis c'est normal, jusqu'à un certain point. Là aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est bien beau prendre une décision, mais ce n'est pas parce qu'on a pris une décision qu'on va passer à l'acte. OK? Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour bâtir notre intention de passer à l'acte, on va tenir compte de notre attitude envers le comportement. Donc, par exemple, si vous dites les CHSLD, c'est des prisons, jamais je vais envoyer ma mère là, bien, votre attitude envers envoyer votre mère en CHSLD est claire, est assez forte que non, ça n'arrivera pas. Okay? Si par contre, vous faites non, c'est acceptable rendu à un certain moment quand elle est trop malade, puis que moi, je ne peux plus m'occuper, puis qu'elle n'est plus en sécurité à la maison, OK, là, ça va. Donc, votre attitude envers le comportement et bien sûr l'attitude des autres personnes. Donc, on parle des normes subjectives. Fait que si dans votre culture, c'est comme la pire chose à faire, c'est mettre vos parents en résidence ou autre, vous avez ce poids-là, même si vous trouvez que c'est correct. Fait que comment que la société perçoit, que les gens perçoivent, votre geste va aussi entrer en jeu dans votre décision.
OK? Fait que c'est pas juste est-ce que vos proches sont d'accord, mais comme je dis, la perception de la société aussi, est-ce que c'est mal vu, va aussi jouer à ce niveau-là. Donc, il y a aussi, bon, est-ce que vous êtes le genre à suivre tout le monde puis faire ce que la société dit, ou est-ce que vous êtes le genre un peu rebelle qui fait à votre tête de toute façon, va aussi jouer dans la décision. Vous allez peut-être pas mal moins tenir compte de ce que la société dit, puis dire moi je fais à ma tête, ou au contraire, vous allez dire non, 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 je peux pas avoir cette ombre-là au-dessus de la tête que tout le monde me regarde avec dédain quand je marche dans la rue. OK? Donc, à ce moment-là, vous allez peut-être plus aller du côté des normes sociétales. Okay? Fait que ça entre en jeu aussi. Fait qu'il y a la famille, mais il y a aussi comment vous allez être perçu par le reste de la société. Fait que là, vous bâtissez votre intention. Fait que mon intention, c'est de peut-être choisir une résidence pour ma mère. Vous allez commencer votre prise de décision, choisir laquelle. Fait que c'est comme une chaîne de prise de décision. Hein? Est-ce que je vais voir ou pas? Est-ce que c'est possible ou pas? Et je commence à ramasser de l'information pour peut-être venir à une action. Ceci étant dit, comme j'ai dit, il y a plein de gens qui prennent plein de décisions, mais qui ne passent pas à l'action. Donc, c'est comme s'ils sont en prise de décision perpétuelle. OK? Donc, ils sont toujours en arrière de la tête. C'est peut-être une option, peut-être que oui, peut-être que non. Ils se lèvent un matin, c'est non. Ils se lèvent l'autre matin, c'est oui. Donc, il y a ça aussi, c'est qu'un processus décisionnel, ça peut être en cours constamment, puis ça peut devenir un petit peu trop grand, puis prendre beaucoup de place dans la tête aussi. Fait que ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'à un moment donné, on a le droit de dire « j'y pense plus ». OK? De faire jamais un stop. On arrête. OK? Puis la semaine prochaine, mardi, je recommence. OK? Mais de faire un stop, on a le droit. Des fois, on n'y pense pas non plus. Fait que c'est important de réfléchir à ça aussi. Mais ça ne veut pas dire aussi, comme j'ai dit, que vous allez arriver à une action nécessairement. Fait que vous avez le droit de faire tout le processus puis pas prendre de décision aussi. Okay? Donc, on va parler un petit peu maintenant du contexte. Donc, l'interaction du proche aidant avec le système de santé et services sociaux qui a subi beaucoup de changements dans les derniers temps. C'est sûr que les professionnels le comprennent, mais même les professionnels, puis moi-même dans le système de santé, on est perdu par bout aussi. Moi, j'entends des oui, hein? OK. Moi, je travaille fort pour essayer de comprendre, pour pouvoir vous l'expliquer après. OK, fait que là, on a le beau dessin du système de santé. C'est drôle parce que moi, je le donnais à l'université dans un cours qui s'appelle Psychologie de la santé. Puis c'est ça, fait que de temps en temps, je suis obligée de renouveler mon cours parce que ça change constamment. J'ai vécu les changements en 98, les fusions et bon, tout ce qui vient avec. Donc, si vous voyez bien, maintenant, on a ce qu'on appelle des cis et des cius. OK? Pourquoi il y a des cis et des cius? Le U, ça veut dire universitaire. C'est juste ça que vous avez à vous rappeler là-dessus. Et là, ce que ça fait, c'est qu'avant, la gestion était faite beaucoup plus au niveau de ce qu'on appelait les C3S. Fait que c'était un petit peu plus petit. Là, maintenant, le CIUS, c'est plusieurs C3S collés ensemble. Fait qu'il y a moins de CIUS qu'il y avait de C3S, mais c'est ça, ils doivent gérer beaucoup plus large. OK? Ce que ça inclut, bon, c'est les hôpitaux, les CLSC, les centres de réadaptation, etc. Fait qu'ils s'occupent de toute cette gestion-là. Et autour de ça, donc, dans le réseau, il y a les organismes communautaires, les pharmacies communautaires, les ressources non institutionnelles, donc les RI, résidences intermédiaires, RTF aussi. Donc, il y a tous ces partenaires-là, les GMF, c'est à l'extérieur, mais c'est comme des gens avec qui on fait affaire, finalement, les CIUS, pour donner des services aux proches aidants et donner aux personnes aînées, bon, etc., aux usagers en général. Et les entreprises d'économie sociale également. Il y a les établissements, bon, les ressources privées, fait qu'il y a des CHSLD privés, il y a des résidences personnes âgées privées aussi, bon, tout ça. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que on parlait tantôt de prise de décision, on était beaucoup relié aux soins, aux services, au milieu de vie. Ben c'est ça, ça inclut tout ça. Donc, pour être capable de comprendre et d'aller chercher les services, les ressources au bon endroit, ça sous-entend qu'on doit comprendre le système de santé qui vient juste de changer au complet. OK? Donc, en tant que proche aidant, une des premières choses à faire, c'est de s'informer et essayer de comprendre quel morceau donne quel type de ressources, où je dois m'adresser pour avoir tel type de service, etc. Fait que c'est pas juste une idée, vous avez le devoir de clarifier vos besoins, vos valeurs et tout ce que j'ai nommé tout à l'heure, mais il y a une côté connaissance du système de santé. Fait que juste connaître la maladie du proche, c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin que ça, il faut essayer de comprendre le système de santé. Ce dessin-là est disponible sur le web, en passant, sur le site du ministère. Donc, site du ministère Santé et Services sociaux, si vous voulez comprendre les morceaux, c'est un bon endroit à aller si vous avez le temps. Ça, c'est l'autre question aussi qui va avec. Donc, avec le système de santé, il y a souvent des plans d'action, des visions par rapport à les soins et services aux personnes aînées de plus en plus. Et
il y a des définitions qui viennent avec ça. Donc, selon le système de santé, le ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est une définition de 2003, mais elle n'a pas vraiment changé depuis ce temps-là. C'est toute personne de l'entourage qui apporte un soutien significatif, continu ou occasionnel. Fait que l'occasionnel est important ici. À titre de non professionnel, à une personne ayant une incapacité. Fait que c'est un proche aidant. Fait que ça peut être un membre de la famille, un ami. Comme j'ai dit, la définition est beaucoup plus large maintenant. C'est plus juste des aidants familiaux. OK? On est rendu plus loin que ça. Puis il y a eu une évolution. Hein? Au début, on appelait ça des aidants naturels. Okay? Parce qu'on sous-entendait que c'était naturel de prendre soin d'un proche. On s'en est venu à dire que c'était péjoratif. Fait qu'on a comme évolué ce côté-là. Puis là, on a dit, bon, ben là, c'est des proches aidants familiaux. Puis là, on est rendu proche aidant parce que, comme je disais tantôt, il y a les amis maintenant qui entrent. Okay? Le plus simple serait peut-être juste dire aidant, mais encore là, il y a une. Comment je peux dire? Il y a quelque chose de fort dans le mot aidant aussi. Donc, on donne de l'aide. Est-ce que c'est plus des soutenants, peut-être? Il y a une force des mots, puis en recherche, c'est ça qui est drôle, c'est comme on est certains mots qu'on utilise deviennent péjoratifs, puis on est obligé de changer les mots. On s'en allait dans le système de santé aussi. Donc là, on est encore en proche aidant. C'est ça qu'on a, et on appelle ça de la proche aidance. Donc, ce qui est important, c'est des non-professionnels. Okay? Puis je vais revenir sur ce concept-là tout à l'heure en parlant des bénévoles, c'est quoi la différence. Donc, non-professionnel, soutien significatif selon qui, je ne sais pas. Selon le proche aidant ou le proche, je ne sais pas. Donc, pas payé, important. À une personne ayant une incapacité. Bon, une incapacité, c'est large aussi. Ça peut être dû à des problèmes de santé mentale, ça peut être dû à des troubles d'apprentissage, déficience intellectuelle. C'est très large. Donc, il n'y a pas c'est pas dit selon une maladie grave. C'est pas, OK. Donc, la minute qu'on est quelqu'un qui a une incapacité qui peut être temporaire, on se casse une jambe, puis le voisin aide, c'est un proche aidant, techniquement. Donc, la définition est quand même assez large. Mais la plupart du temps, les proches aidants ne se reconnaissent pas comme proches aidants. J'aide un ami. J'aide ma mère. OK? Fait que l'étiquette n'est pas comme en fluo ici dans le front, puis je me reconnais comme proche aidant. Souvent, c'est intégré dans la vie. Ça fait partie de la vie, puis on le fait, puis c'est ça. On ne se reconnaît pas comme proche aidant. Et souvent, l'appui est ici, il y a des membres de l'appui, mais un des problèmes, c'est ça, c'est que les gens, quand on parle de soutien aux proches aidants, les gens ne se reconnaissent pas, fait qu'ils ne vont pas au service, ou même quand on fait des études sur les proches aidants, les gens ne se reconnaissent pas nécessairement comme proches aidants. Donc, première étape, se reconnaître comme proche aidant. Okay? Vous aidez quelqu'un plusieurs fois par semaine, une fois de temps en temps, techniquement, vous êtes un proche aidant si on suit cette définition-là. Fait que ça inclut beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Avec cette définition-là, levez votre main dans la salle. Qui se considère proche aidant? Là, je vois des professionnels aussi qui lèvent leurs mains parce qu'ils sont proches aidants en plus. C'est vrai ce que je comprends. OK. Donc, c'est ça. Fait il y a quelqu'un qui a un problème, on l'aide, c'était à peu près ça. Ce qui est important, c'est que dans le système de santé, il y a des lois qui entourent tout le système de santé. Allez pas lire ça, c'est vraiment long et pénible à lire. Fait que je vous ai comme résumé simplement un peu ce que vous avez le droit de faire et pas faire. Donc, techniquement, le proche aidant peut être un accompagnateur lors de rendez-vous si l'usager le désire. Important. Si la personne est née, vous l'amenez, ben, je ne veux pas que tu rentres avec moi, vous ne pouvez pas rien faire. OK? Donc, ce que ça dit, c'est qu'au niveau relationnel, il faut vous demander à la personne avec vous, est-ce que tu veux que je t'accompagne? Est-ce que c'est correct? Et le médecin va peut-être faire la même chose, va dire, est-ce que vous voulez que votre proche vous accompagne? Okay? Donc, il faut quand même avoir une bonne relation avec son proche. Je parlais des proches aidants de personnes avec santé mentale, des fois, ça devient compliqué parce que l'autre, il veut son autonomie. On parlait d'autonomie tout à l'heure. Des fois, la personne veut son autonomie, mais vous avez besoin d'être là, mais si elle refuse légalement, vous n'allez pas dans la pièce, vous restez dehors. OK? Donc, d'en discuter des fois avec le proche avant, de dire, regarde, je veux y aller avec toi, est-ce que tu acceptes que j'aille avec toi pour pas qu'il y ait une crise rendue là-bas, qu'il y ait un problème, parce que ça se peut que le professionnel demande, est-ce que vous voulez que votre proche vous accompagne, puis qu'ils disent non, puis là, vous êtes mal pris. OK? Fait que ça, c'est une discussion à avoir, puis c'est pas juste, parce que des fois, ils veulent juste avoir le transport pour se rendre, mais ils veulent pas que vous rentrez dans la pièce, ils veulent l'intimité. Bon, fait qu'il y a des discussions à avoir à ce niveau-là. Dans le cas d'une personne majeure reconnue inapte, il y a le rôle de représentant. OK? Là, ça veut dire que peut-être que vous êtes plus impliqué dans la prise de décision, vous posez plus de questions, votre espace est un peu plus large. Sarita va en parler beaucoup plus en détail tout à l'heure, donc je n'irai pas trop loin. Mais ce que ça dit, ça ne vous veut pas là, elle a le droit d'être tout seul. Mais là, à un moment donné, c'est peut-être nécessaire que vous soyez là, mais il
faut que vous soyez représentant légal à ce moment-là. OK? Sinon, il reste qui ont le dernier mot pour dire si vous êtes là ou pas. Fait que ça, c'est important à comprendre. Fait que oui, les intervenants ils ont le droit de vous refuser l'accès si la personne aînée ne veut pas que vous y allez. OK? Fait qu'il faut préparer le terrain avant. Okay? Puis, donc, des fois, il y a des bénévoles qui accompagnent les personnes aînées. OK? Puis, il y a des bénévoles qui font plein de choses qui ressemblent à ce que les proches aidants font. OK? Fait que techniquement, eux autres aussi, c'est un peu la même chose. Si la personne aînée veut qu'ils soient avec eux autres jusque dans le cabinet du médecin, il n'y a pas de problème. C'est le choix de la personne aînée. Mais pourquoi je vous amène ce côté bénévolat? C'est parce qu'il faut réfléchir un peu c'est quoi les différences, parce que vous allez comprendre que les proches aidants, c'est un peu plus compliqué que les bénévoles. Donc, les deux personnes, là, le bénévole et le proche aidant, ils peuvent donner de l'aide à la personne aînée, le même type d'aide, exactement la même chose. Les deux peuvent avoir une relation affective. Quand on est bénévole, à un moment, on s'attache aux gens, là, OK? Fait que c'est pas froid, puis on n'est pas des robots, ça vous va? La différence qui est vraiment importante à retenir ici, c'est que les bénévoles, ils font ça dans un cadre organisé. Souvent, l'organisation des assurances par rapport à ça, il y a des règles, ils sont screenés, ils vérifient s'ils ont les compétences pour le faire, bon, tout ce qu'on veut autour, OK? Puis, ils ont quelqu'un à appeler s'ils ont besoin d'aide. Quand tu es bénévole, tu as une supervision qui va avec. Quand tu es proche aidant, c'est informel, c'est pas obligé d'avoir les compétences, c'est pas nécessairement organisé, puis tu n'as pas nécessairement quelqu'un qui te supervise. OK? Fait que ça, c'est important à comprendre à quel point que les proches aidants, c'est pour faire ressortir à quel point ils sont un peu laissés à eux-mêmes. OK? Pour souvent le même travail, la même tâche. OK? C'est pas parce que c'est notre proche qu'on est compétent ou que ça nous tente. OK? Parce que des fois, les gens, on veut beaucoup, mais on n'est pas compétent. Fait que peut-être qu'on va nuire à la personne. Si je fais des travaux sur maltraitance, mais maltraitance, des fois, c'est non intentionnel. Hein? C'est parce qu'on fait du tort, mais c'est pas parce qu'on veut nécessairement. Ou à l'envers, on veut pas du tout, mais on a les compétences. Mais est-ce qu'on va être gentil, puis relax, puis agréable en le faisant? Pas nécessairement. Fait qu'il faut aussi se poser cette question-là. Les bénévoles sont tous encadrés, puis les proches aidants, ben c'est ça. Ils sont laissés pas mal à eux-mêmes de ce côté-là. Ce qui fait que ça rend les décisions plus difficiles. On est tout seul là-dedans, on n'a pas nécessairement les compétences, puis on n'a pas nécessairement le goût non plus. Il faut le dire, ça aussi, c'est important. C'est normal de ne pas avoir le goût toujours. C'est la même chose quand on a des enfants aussi. Des fois, ça ne nous tente pas non plus. C'est un peu la même chose. Dans le système de santé, il commence à avoir un mouvement, puis pas juste ici, à travers le monde, que l'expertise des proches aidants et des usagers est importante pour le développement du réseau du système de santé et aussi dans le cadre du processus de prise de décision. OK? Donc, ce que ça dit, cette approche-là, c'est qu'on doit partager nos opinions. Tout le monde doit parler ensemble. Un peu comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour que les décisions se prennent bien et que tout le monde soit content aussi à la fin. Prise de conscience des besoins des utilisateurs. Les utilisateurs, c'est les proches aidants et les usagers, donc la personne aînée, fait que les proches aidants aussi. Mais encore là, faut, comme je disais, vous avez le devoir de bien comprendre vos propres besoins aussi, puis ceux-là de votre proche. Partage du pouvoir, OK? Que les gens ont un pouvoir aussi, que c'est pas juste utopique, que oui, on doit dire non à certaines choses. Et aussi, c'est que dans ce cadre-là, on se considère que ce n'est pas juste des interventions cliniques qui sont nécessaires, c'est des interventions sociales également. Des fois, il y a de la chicane dans la famille. Est-ce qu'on peut avoir un intervenant pour nous aider à gérer la dynamique familiale pour être en mesure de prendre une décision que tout le monde est content? Fait que c'est pas juste dire cliniquement, tout le monde est en pleine forme. Non, non. Est-ce qu'on peut gérer les dynamiques aussi par-dessus? Donc, ce qui est important de retenir, ça a changé? Oui, oui, ça a changé. Je ne suis pas sûre que non, ça n'a pas changé. OK. Donc, ce qui est important, c'est en tant que proche aidant, pour être en mesure de participer à l'approche partenariat, il faut être capable de comprendre le système de santé. Okay? Comme je disais tout à l'heure, il faut comprendre les morceaux pour deux raisons. Identifier les bons partenaires, justement pour obtenir les interventions à portée sociale puis les interventions cliniques, puis exercer son pouvoir selon vos droits. Fait, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne doit rien de chialer si la personne aînée ne vous veut pas là, elle a le droit de dire non. Puis les professionnels, ils ont le droit de vous mettre en dehors. Fait que ça, c'est pas une place où vous pouvez faire quelque chose. Comme je dis, préparer le terrain avant. Mais c'est savoir où sont mes droits, puis les choses que je ne peux pas faire non plus à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est que dans le plan d'action santé mentale du ministère, il écrivait que finalement, au bout du compte, c'est normal que vous soyez impliqués. Okay? Si vous pouvez lire à l'écran. Donc, le Code de déontologie des médecins du Québec, comme celui des autres professionnels de la santé, fait état de l'obligation qu'ont ces derniers de collaborer avec les proches du patient.
Là, c'est écrit noir sur blanc. Est-ce que ça s'applique dans votre vie? Je ne dis pas, mais ça vous dit que vous avez des droits, par exemple, en tant que proche aidant. C'est écrit noir sur blanc. Vous pouvez amener le papier, aller le chercher sur Internet si vous avez des problèmes. Mais donc, le ministère l'a officiellement dit. Ça, c'est important, là, OK? Ou avec toute autre personne qui montre un intérêt significatif. Donc, même si vous n'êtes pas de la famille, vous êtes un ami, vous êtes là, collaboration nécessaire, obligatoire. Okay? Ça ne veut pas dire qu'ils vont tout faire ce que vous voulez. Ça veut dire que vous avez le droit d'être là et de discuter. Et il faut aussi comprendre que dans le système de santé, dans le processus décisionnel, il y a un partage des responsabilités. On travaille beaucoup en équipe multidisciplinaire, fait que les responsabilités sont un peu partagées. Fait que même si on parle à un intervenant, il faut que les autres soient au courant aussi de ce qu'on a parlé avec cet intervenant-là. Puis aussi, dépendamment de c'est quoi le problème, c'est pas le même intervenant ou la même personne qui a le droit de prendre une décision. Okay? Fait qu'encore là, il faut comprendre c'est quoi le rôle de chacun dans ces équipes-là, qui fait quoi. Souvent, je parle aux personnes aînées, aux proches aidants, puis ils ne comprennent pas, ou ils ne savent pas, ou personne ne leur a expliqué c'est quoi un travailleur social, qu'est-ce que ça fait. C'est quoi l'ergothérapeute. Okay? Fait qu'à un moment donné, il faut aussi connaître les différentes professions. Il y a aussi l'implication de la famille et du patient qui est habituellement aussi dans le processus décisionnel, mais des fois, il arrive après. C'est comme si la décision a été prise puis il arrive plus tard. Le but ici, c'est, si possible, de s'impliquer avant, puis je vais vous donner des trucs après. Puis après ça, il communique la décision, tout le monde apprend c'est quoi la décision. Mais le but du proche aidant, c'est qu'il soit intégré dès le départ dans la prise de décision et qu'il donne son information, son opinion et son expertise par rapport à la problématique. Donc, il y a des défis informationnels et de soutien. Fait que c'est ça le principal problème des proches aidants dans le système de santé, c'est qu'ils n'ont pas toutes les informations qu'ils veulent ou le soutien qu'eux-mêmes ont besoin pour prendre des décisions. Donc, les études ont démontré que les besoins non comblés, information, ils n'ont pas eu de discussion des valeurs et des besoins réellement avec les intervenants, puis ils n'ont pas eu d'aide pour prendre la décision. Comme on dit, si on est tout seul pour prendre une décision, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose. Donc, est-ce qu'on peut discuter pour qu'on en vienne à prendre une décision? Et ce que ça fait, c'est que les gens restent pris avec des émotions négatives. Je parle aux personnes des CHSLD. Si la décision a été prise en catastrophe d'hébergement en CHSLD, ça prend des années, des mois et les familles arrivent avec de mauvaise humeur, puis je peux comprendre. Donc, ces émotions-là, ils sont transférés dans l'autre milieu par la suite. OK? D'où l'importance des fois de faire les choses un petit peu plus lentement et d'avoir des bonnes discussions avant. Ça ne règle pas tout, mais des fois, ça règle une partie. Donc, au niveau des besoins informationnels, c'est vraiment souvent des informations en lien avec la condition de la personne pour justement être en mesure de gérer la condition et faire le suivi. Puis aussi, c'est surtout par rapport au service, et pour le proche et pour le proche aidant. Okay? C'est pour ça que je disais, l'idée de comprendre le système de santé est important. Donc, où obtenir de l'information, des associations reconnues, parce que sur le web, vous avez tellement de choses. Okay? Super attention. De demander aux réseaux formels et informels. Des fois, il y a du monde qu'on connaît qui ont des très bonnes informations. C'est juste qu'on n'a jamais eu de discussion sur le sujet auparavant. Web, faire très attention, site reconnu et faire confiance à sa petite voix intérieure. Je l'ai dit tantôt, les émotions font partie, les valeurs. Fait que la petite voix, c'est là. Suivez-la, décortiquez-la, identifiez-la, mais ne pas l'ignorer. Super important, parce que sinon, ça revient plus tard de toute façon. L'autre chose qui est important à comprendre, en tant que proche aidant, vous n'avez pas accès au dossier. L'usager a accès au dossier. Il a le droit de collaborer officiellement à son plan d'intervention, mais pas vous. Souvent, on va inclure, la famille va être inclue dans l'élaboration du plan, mais vous n'avez pas le droit, ça lui appartient. Puis ça, il faut le comprendre, qu'ils ne peuvent pas vous donner l'information au dossier, puis des fois, ils ne vous donnent pas l'information, les professionnels, parce qu'ils ne peuvent pas vous la donner. Par contre, OK, certains, oh mon Dieu, je suis rendue loin, mais excusez, je ne la vois tellement pas que j'ai de la misère à suivre. OK, donc, s'il y a certains intervenants qui écoutent, ça aussi, ça vient d'un plan d'action ministériel. Donc, le ministère l'a mis noir sur blanc. Il semble que certains intervenants refusent d'écouter les membres de l'entourage. OK? C'est un comportement qui est justifié par le respect de la confidentialité. Pourtant, l'écoute ne brime en rien les droits de la personne utilisatrice de service. Ils n'ont pas le droit de vous donner l'info qui est dans le dossier, mais vous avez le droit de dire ce que vous pensez, par contre. OK? Ça, c'est important. Vous avez le droit de dire ce que vous connaissez du problème, ce que vous avez vu, ce que vous avez. Ils sont obligés de vous écouter. Mais ils n'ont pas le droit de vous donner l'information dans le dossier. Okay? Fait que c'est pas ah non, c'est la confidentialité. Non, non, moi, je veux dire ce que je pense. Je ne vais pas voir ce qu'il y a dans le dossier. Là. OK? Super important la nuance. Mais j'ai dit, ça vient du ministère, c'est pas moi qui le dis. OK? Ce qui est important aussi de comprendre, c'est les modes de communication.
OK? Au niveau des modes de communication, les intervenants se parlent au téléphone, il y a des réunions hebdomadaires. Fait que s'il y a des réunions, c'est là où il faut aussi vous insérer, vous faut demander est-ce que je peux faire partie de la réunion. Dossier du patient, vous pouvez avoir accès avec consentement de l'usager, bien sûr, mais bon, ça peut être plus compliqué des fois. Puis aussi, des fois, il y a des visites qui sont faites auprès de l'usager, de la famille, puis c'est là que c'est le temps. Fait que, il faut aussi discuter, trouver les trous, demander quand est-ce que je peux être impliqué, à quel moment, pour comment vous fonctionnez en équipe, pour savoir quand vous insérez aussi dans le processus. Il ne faut pas oublier aussi les besoins émotionnels. Donc, il faut aussi penser que vous allez avoir des émotions négatives dans les prises de décision, puis vous allez aussi avoir besoin du répit, OK? Du temps pour penser, du temps pour vous reposer. Quand on est trop fatigué, on ne prend pas des bonnes décisions, OK? Donc, de penser à ça aussi, d'aller chercher des services et des soins pour soi-même aussi, pour être en mesure de prendre des bonnes décisions. Il faut que je me dépêche, le temps passe vite. On peut peut-être avoir un peu moins de questions après. Parce que ça, j'ai de la misère à voir. Donc, au niveau des proches aidants, oui, il y a des aspects négatifs, mais il reste que 44 les autres, n'ont pas perçu d'aspects négatifs. C'est exigeant au plan émotionnel, on manque de temps pour ça et sa famille, on vit du stress, puis aussi de la fatigue qui embarque. Donc, c'est normal que vous ayez besoin des services vous aussi. OK? Quand est-ce que c'est le temps d'aller chercher des services? Quand vous avez l'impression que toutes les ressources que vous avez sont passées. Vous êtes débordé, vous n'êtes pas capable de prendre soin du proche et vous aussi. Fait que si vous êtes rendu là, oui, c'est super important. Le mieux, c'est d'y aller avant, mais c'est important. Puis ce qui est important de comprendre dans le contexte, c'est pour recevoir des soins et services du système de santé et services sociaux, vous devez avoir un dossier à votre nom. La travailleuse sociale qui vient pour votre proche, ce n'est pas votre travailleuse sociale. C'est la travailleuse sociale du proche. Si vous en avez besoin d'une pour parler, il faut que vous ouvrez un dossier, vous ayez un dossier à votre nom et que vous devenez usager. Okay? Ça, souvent, les gens ne le comprennent pas, puis c'est super important parce que vous n'aurez pas accès aux services. Là, je parle dans le système de santé et services sociaux, dans les organismes communautaires, c'est différent. Là. Vous allez avoir un dossier à vous là-bas, mais je veux dire que ce n'est pas une obligation. Par contre, pour ouvrir un dossier, il faut que vous soyez rendu à un certain niveau important de détérioration, je dirais. Okay? À ce moment-là, c'est pour ça que c'est important de parler aussi tantôt des organismes communautaires, parce que des fois, ils ont beaucoup plus un aspect préventif, donc d'aller les voir des fois avant de ne pas juste se fier sur le système de santé. C'est important d'aller voir aussi des organismes communautaires qui ont plein de choses à offrir, mais que le réseau, lui, il ne peut peut-être pas offrir à ce moment-là. Donc, le CLSC, un de ses rôles, j'ai tout mis les rôles là, mais une chose qui est importante, c'est que techniquement, le CLSC, s'ils n'offrent pas le service, ils sont supposés de vous donner les indications où trouver le service ou qui appeler. Si vous voyez le petit truc en rouge en bas, c'est écrit, ça aussi, ça vient du ministère, 2015. Au besoin, il s'assurera que ces personnes sont dirigées vers les centres, organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide. Donc, si eux ne peuvent pas vous donner le service, ils ont la responsabilité de vous dire où aller. Okay? Je n'ai pas dit qu'ils vont avoir nécessairement l'information, mais techniquement, ils ont la responsabilité de vous dire où aller. Puis les organismes communautaires dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'eux, souvent, ils ont une approche au niveau de la prévention, l'aide, le soutien. Ils font aussi des activités de promotion, de sensibilisation, ce que le système de santé n'a pas toujours le temps de faire. Et aussi, souvent, ils ont la plus de flexibilité pour développer des nouvelles approches ou des nouveaux besoins qui sont apparus par rapport aux proches aidants, mais que le système de santé n'a pas eu le temps de bouger parce qu'il est très gros, très rigide et tout ça. Donc, il faut arrêter de penser « je ne file pas bien, système de santé ». OK? Il faut aussi aller, et c'est vraiment aussi le gouvernement est en train de faire ça, c'est que les services de soutien aux proches aidants sont vraiment tous transférés dans les organismes communautaires ou presque. Fait qu'en tant que proche aidant, pour vous, pensez pas au système de santé, pensez vraiment plus organisme communautaire parce que tout l'argent est en train d'être transféré, en tout cas une petite partie d'argent est en train d'être transférée de ce côté-là. Mais par contre, la responsabilité est en train d'être transférée aux organismes communautaires pour tout ce qui est soutien aux proches. C'est pour ça que si vous arrivez dans le système de santé, vous allez souvent vous péter le nez sur des portes closes parce que les services ne sont plus là. Ils sont vraiment plus dans les organismes communautaires. Là, je viens de mettre beaucoup de pression sur ces organismes communautaires, mais il reste que c'est ça. Il y a vraiment un changement maintenant. Et proche aidant, services communautaires, ça, il faut penser. Je vais mettre une pub pour Info Aidant que je trouve super intéressant. Donc là, vous pouvez appeler le temps que le financement est là pour justement avoir de l'aide. C'est quoi les ressources dans mon milieu? J'ai besoin de réfléchir. C'est un besoin émotionnel, un besoin de répit, un besoin de soutien. Qu'est-ce que vous avez de besoin? Puis ils vont vous aider à trouver c'est où. Là, je vais aller rapidement, pendant une minute. Je regarde Catherine qui me regarde avec des gros yeux. Désolée.
Oui, je sais, on a un peu plus de temps, on a commencé plus tôt. Donc, l'aide à la décision, c'est quoi cette bébite-là? Puis je sais que cet après-midi, une chercheure qui va en reparler, France Légaré. Donc, un aide à décision, c'est vraiment un outil clinique, OK, que normalement, on peut utiliser tout seul, on peut utiliser avec un intervenant, puis on peut utiliser à deux aussi. Vous pouvez l'utiliser avec votre proche, OK? Donc, proche aidant avec la personne aînée pour discuter d'une prise de décision. Il y en a qui existent, qui sont vraiment pour des prises de décision très précises. Moi, j'en ai développé un pour justement le choix de milieu de vie. Fait que si c'est un choix de milieu de vie, il faut prendre celui-là. Celui-là que je vais vous présenter, c'est vraiment comme n'importe qui peut l'utiliser dans n'importe quelle situation. Il est vraiment générique. Donc, il y en a que c'est ça, c'est pour tout et rien à la fois, je dirais. Mais l'idée, c'est vraiment de clarifier votre pensée. Puis ça aide beaucoup dans la gestion des émotions, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on sait pourquoi on a pris une décision. Fait que c'est super important et aidant. Puis je suis sûre que tout le monde va aller sur le site web après. C'est pas très difficile à avoir, même si vous n'avez pas l'adresse web en tête. Stressez pas avec ça. Vous rentrez aide à la décision ou Decision Aid, puis Ottawa, puis il apparaît dans les premiers trucs sur le web. OK? Comment ça fonctionne, cet outil-là? C'est que la première étape, c'est clarifier votre décision à prendre. Est-ce que je suis en train de choisir la résidence ou je suis en train de décider dans quel milieu la personne doit aller? OK? Donc, ça a l'air bien niaiseux, mais la première étape, c'est quoi exactement la décision qu'il faut que je prenne? Okay? Des fois, on pense qu'on est déjà rendu à choisir le milieu de vie, mais attends, on va décider premièrement, ensemble, est-ce qu'on doit déménager, la personne ou pas? Avant même de choisir le milieu, peut-être décider est-ce que c'est nécessaire de déménager ou pas. Fait que de clarifier, c'est quoi notre question? OK? Fait que dans n'importe quoi dans votre vie, là, ça marche aussi. Après ça, on explore les options. Okay? Puis comme je dis, des fois, on a tendance à dire la première qui a de l'allure, on va la prendre. Mais ce qui est démontré dans les études, la meilleure façon de fonctionner, c'est d'avoir plein d'options, puis après ça, de faire les pour et les contre, puis souvent, on ne prendra pas celle qu'on pensait au départ. Okay? Parce que c'est ça, la première bonne idée qui nous vient, on la prend, ce n'est pas la meilleure façon de prendre une décision. Okay? C'est vraiment de regarder plusieurs choix puis des analyses en profondeur qui vont vous donner une meilleure prise de décision. Donc, on regarde vraiment les avantages et désavantages de chacun. Identifiez vos besoins concernant la décision. Fait que pas par rapport à ce qui se passe, mais par rapport à qu'est-ce qui me manque pour prendre cette décision-là. Est-ce que j'ai trop d'émotions, il faut que je gère ça avant même de la prendre? C'est quoi mes valeurs, comme je disais tantôt? Qu'est-ce qui est certain qui ne bougera pas? Comme je disais tantôt, il y a des lois des fois qui font, ben c'est ça, on ne peut pas le changer. Fait que c'est quoi les certitudes? Vos connaissances, est-ce que j'en ai assez? Je n'ai-tu besoin de plus? OK? Puis après ça, on planifie les prochaines étapes selon les besoins. Fait qu'on dit, bien, la prochaine étape, c'est pas de prendre la décision, c'est d'aller chercher plus d'informations sur les différentes résidences dans le secteur, sur les coûts. Non, la prochaine étape, c'est peut-être parler à maman, voir qu'est-ce qu'elle en pense. OK? Mais comme ça, en tant que prochain étape, première étape, de nous-mêmes faire une première fois, c'est parfait. Puis même, pourquoi je l'ai mis 2, c'est que celui-là qui s'écrit x2, c'est parce qu'il est fait pour le faire à 2. Vous pouvez le faire avec votre proche, puis vous, puis on le remplit ensemble. On a chacun notre côté. Puis là, on peut voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Fait que celui-là, il est très bien fait pour prendre des décisions à 2, à plusieurs. Tous les membres de la famille le remplissent, puis après ça, on se rend compte. Vous allez bloquer à clarifier la décision à prendre. Je peux vous le dire tout de suite parce que vous allez tous penser que vous n'êtes pas au même niveau ou à la même étape par rapport à c'est quoi exactement la décision qu'on est supposé de prendre aujourd'hui ensemble. Okay? Très aidant pour la gestion de la dynamique familiale aussi à ce moment-là. En conclusion, quand on prend une décision en tant que proche aidant ou autre, c'est vraiment clarifier ce dont on a besoin de nous en premier. Après ça, aller voir ce que l'autre a besoin aussi. Mais démêlez-vous, première étape. Pourquoi? Parce qu'après ça, vous allez être capable d'identifier et de contacter les bonnes ressources. Okay? C'est-tu de l'émotionnel là, ou c'est de l'information que j'ai besoin? Peut-être l'émotionnel avant pour être capable de gérer l'information après. Okay? Fait que c'est quoi votre besoin immédiat? Puis, il reste que même si je vous ai montré que le gouvernement écrit beaucoup de choses, que les proches aidants doivent être impliqués, etc., ça reste à se rendre sur le terrain. Pas parce que les gens ne veulent pas, c'est qu'à un moment donné, il faut structurer aussi ces rencontres-là. Il faut structurer les prises de décision pour que tout le monde puisse partager leur opinion et leur expertise aussi. Puis justement, France Légaré, cet après-midi, va vous expliquer comment eux, ils ont fait ça dans le soutien à domicile, la prise de décision partagée qu'on appelle. Mais ça demande quand même de la structure. Okay? Fait qu'il y a le vouloir, on essaie de mettre le pouvoir en place aussi pour le faire, puis les mesures pour que ça se concrétise. Mais vous aussi, en tant que proche aidant, vous avez vos devoirs de bien vous comprendre vous-même puis votre proche avant d'arriver aussi, pour aider tout le monde à se comprendre. Fait que, merci beaucoup. Fait que je vais pouvoir prendre les questions.